Notre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Nous avons changé de monde aux éditions Albin Michel. C'est votre dernier livre qui vient de sortir, Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous signez, je vous ai vu en photo ici ou là. Nous avons changé de monde. Aux Républicains, vous avez changé de monde ? Quand je vois ce qui se passe, franchement... C'est tout le problème et c'est toute l'idée qui est derrière ce livre dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur. Le monde a changé, l'économie a changé, la société a changé et la politique n'a pas changé. Voilà, le monde dans lequel les Français vivent est en pleine transformation et la politique est enfermée dans un autre temps, dans d'autres clivages, dans d'autres enjeux et en fait c'est insupportable. C'est insupportable. Je vous sens en colère d'ailleurs ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes candidate à la primaire. Et voilà qu'on a changé les règles. Pour être parrainé, aujourd'hui, il faut absolument être parrainé par un élu du centre ou des Républicains, si j'ai bien compris. Et non plus par un élu qui viendrait d'un parti écologiste ou de la gauche ou d'ailleurs. Et on a changé les règles, dites-moi. Plus qu'en colère, je suis d'abord pleine d'énergie et je pense qu'on va réussir à surmonter tout ça parce que je pense que les Français, et c'est d'abord eux qui comptent, les Français en ont marre et marre de toute cette manière de faire des partis politiques. Changer les règles en cours de route, chacun le comprend bien, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et dans la primaire ça pose deux problèmes. D'abord on est en train de refermer la primaire. C'était une primaire qui se voulait ouverte, cette primaire elle est de plus en plus fermée. On est en train de cadenasser la primaire, on est en train de la verrouiller. Mais c'est qui le on? Mais la direction du parti et tous ceux qui voudraient que la primaire reste un entre-soi. Ça doit être la primaire, moi je milite pour ça, la primaire de l'alternance, la primaire de tous ceux qui veulent que ça change, la primaire de tous ceux qui veulent que ça bouge. Et on est en train de lui donner une teinture de plus en plus partisane. Moi je souhaite, avec d'autres qui se sont exprimés hier au bureau politique, par exemple, ça c'était un propos qu'a tenu Dominique Bussereau, je souhaite que les déçus de François Hollande, les gens qui auraient voté à gauche en 2012, puissent venir à nous en 2017. Si vous ne gardez en 2017 que les gens qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, vous savez quoi ? Ça fait une minorité de Français. Et c'est comme ça qu'on a perdu en 2012. Cette primaire, elle doit rassembler tous ceux qui veulent que ça bouge et on est en train de la refermer. Et puis il y a autre chose, Jean-Jacques Bourdin, c'est que changer les règles en cours du jeu, c'est pas bien correct et ça fait peser un doute, ça crée une méfiance. Si on change cette règle-là, est-ce qu'on n'en changera pas d'autres? Hier, le président du comité d'organisation comme le président du parti, Nicolas Sarkozy, ont dit mais on pourra peut-être changer la charte une nouvelle fois. Ah bon? Mais ça s'arrête où? On installe la primaire dans une forme de précarité. Or les Français, ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin de confiance pour venir voter à la primaire. Ils ont besoin de confiance pour choisir un président de la République en 2017. Ça commence mal votre primaire chez les Républicains, non, franchement? Le changement des règles n'est pas de bon augure. D'ailleurs, changer les règles à son avantage, ça n'est pas un bon présage. Nicolas Sarkozy change les règles à son avantage? Pas seulement lui, c'est-à-dire que l'ensemble de ceux qui... Non, mais lui, c'est le président du parti, le patron du parti. Oui ou non? Oui, on cherche à écarter une sensibilité, bien sûr. Il cherche à vous écarter. On cherche à écarter en changeant les règles. Donc pas le on. En changeant les règles. Mais il y en a plusieurs. C'est pas seul. Dans cette mais en changeant les règles, on cherche à écarter une sensibilité du parti. Une sensibilité du parti, une sensibilité du mouvement, une sensibilité de la famille, de la droite et du centre. Une sensibilité de ceux qui veulent l'alternance. Vous voulez changer de monde. Mais je ne vais pas me laisser faire, Jean-Jacques Bourdin. Et d'abord, j'en appellerai aux parlementaires. Le jour venu, parce que vous savez, les parrainages, il faut les déposer au mois de septembre. J'en appellerai à tous les parlementaires de la droite et du centre pour leur dire est-ce que vous voulez vraiment une primaire ouverte? Est-ce que, pour appeler à cet acte démocratique qui consistera à me parrainer pour faire en sorte que les sensibilités soient représentées. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les idées que je défends, mais c'est une sensibilité qui existe à droite et au centre. C'est une sensibilité qui est, en fait... différente de beaucoup de celles qui sont déjà représentées dans la primaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la même position quand même. Vous êtes une femme aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer une primaire sans candidate femme? Moi je trouve ça absurde. Mais c'est avant tout un sujet. La diversité, si vous voulez, c'est pas seulement une diversité. D'ailleurs, le genre n'est pas une diversité. Je conteste tout à fait ça. Il faut que
il faut que l'ensemble des Français qui veulent l'alternance puissent se sentir appelés à cette primaire, puissent se sentir aussi représentés, puissent sentir leur sensibilité représentée dans cette primaire. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais je vous donne des exemples très concrets. Moi, j'ai été la seule à m'opposer au ni-ni. L'ensemble des candidats à la primaire ont défendu le ni-ni, c'est-à-dire cette idée qu'on pouvait renvoyer dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. J'ai été la seule à m'y opposer, mais je n'étais pas la seule en France. À l'occasion des dernières élections régionales, si les Français avaient appliqué le ni-ni dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans la région PACA, dans la région Grand Est, on aurait des présidents de région Front National. Et heureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Les Français ont rejeté cette consigne du parti politique, ils ont rejeté le ni-ni. Voilà. Moi, je suis la seule candidate à porter ce refus de renvoi dos à dos du PS. Un autre exemple qui est très actuel. J'ai été une des seules et la seule candidate à la primaire au bureau politique du début du mois de janvier à rejeter la déchéance de nationalité. À l'époque, tout le parti emboîtait le pas de François Hollande, tombait dans le piège et voulait faire la déchéance de nationalité. On a été 5 à ce moment-là. Et parmi ceux-là, j'étais la seule candidate à la primaire à dire écoutez, c'est un piège, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'à diviser les Français. Est-ce que François Hollande doit d'ailleurs, tiens, entre parenthèses, est-ce que François Hollande doit retirer sa volonté de réunir le Congrès? Mais je l'ai dit dès le mois de janvier. Cette réforme, bien sûr qu'il doit retirer, bien sûr qu'il ne faut pas aller au Congrès, bien sûr qu'il faut arrêter les frais. Je vous dis, je le disais déjà en janvier, ça ne sert à rien. La déchéance de nationalité, ça ne sert à rien. On nous dit c'est un symbole. Écoutez, on a bien d'autres urgences et on a besoin de bien d'autres choses que des symboles. Il y a une vraie question qui se pose sur la sortie de prison des condamnés pour terrorisme. Oui, ça c'est une vraie question. Je vais en parler. Mais la déchéance de nationalité ne résout pas le problème, au contraire, elle en crée de nouveaux. Alors, je termine avec les primaires. Est-ce que la mise en examen de Nicolas Sarkozy peut l'empêcher de se présenter à la primaire, selon vous? Ben vous savez, moi je ne trouve pas qu'une mesure judiciaire devrait empêcher un candidat. Je trouve que c'est aux électeurs de trancher. Mais je ne le trouve pas plus que je ne trouve qu'une mesure administrative devrait empêcher un candidat ou une candidate. C'est-à-dire que vouloir tenir un candidat à l'écart, comme souhaitent le faire certains dans le parti, par des mesures administratives, c'est pour ça qu'on a changé les règles. Et prétendre qu'une mesure judiciaire... On veut vous tenir à l'écart, vous mettre à l'écart. Oui, par des mesures administratives, bien sûr. Et prétendre qu'une mesure judiciaire ne doit pas empêcher, c'est paradoxal. Voilà, moi je suis pour que ce soit les électeurs qui puissent trancher. Si vous étiez mise en examen, est-ce que vous vous présenteriez? Si vous étiez mise en examen? Mais je suis cohérente. Je dis, je ne trouve pas qu'une mesure judiciaire doit empêcher un candidat. Comprenez-moi bien. Si vous étiez mise en examen, vous vous présenteriez? Comprenez-moi bien. Vous présenteriez? Comprenez-moi bien. Non, mais répondez-moi. Mais oui, je vous l'ai dit très clairement. Mais comprenez-moi bien. Je trouve que ce sont les électeurs qui tranchent en démocratie. Et de la même manière que je trouve que les électeurs doivent pouvoir trancher pour un candidat qui est mis en cause ici pour là, je trouve qu'il est absolument ahurissant de vouloir, par des mesures administratives, empêcher une sensibilité politique qui existe dans le pays de se présenter. Pourquoi? Parce que ça gêne. Moi, cette position que j'ai décrite sur le ni-ni, ça a toujours été la mienne. Quand j'étais ministre, j'ai écrit un livre pour le dire. J'étais ministre, j'étais numéro 3 du gouvernement, j'ai écrit un livre contre le ni-ni pour dire que je trouvais que c'était absurde, que je trouvais que c'était injuste, que je trouvais que c'était inefficace. Et c'est au mois de décembre, où les Français l'ont dit aussi, dans les urnes, où les Français ont dit aussi qu'ils ne renvoyaient pas dos à dos le PS et le FN, et qu'ils étaient prêts à se mobiliser pour que ce ne soit pas le FN, c'est à ce moment-là que c'est devenu insupportable. Alors Nicolas Sarkozy ne vous aime pas, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne vous aime pas? Je sais, mais c'est pas une question de nous ou pas m'aimer, je m'en fiche, enfin c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce qu'il a rejeté depuis décembre, semble-t-il, c'est la possibilité de pouvoir faire entendre une voix différente dans la direction. Moi je pense que c'est un problème, parce que la famille politique, elle se... C'est noyauté alors. Mais si vous voulez, nous avons changé de monde, là on ne change pas de monde. Surtout pas, et au contraire, on vient c'est retour en arrière. L'alternance, elle se construit pas en excluant ni des sensibilités, ni des électeurs, parce qu'en excluant des sensibilités, on exclut des électeurs. Bien, la perpétuité réelle que vous défendez. Alors là, j'ai vu Cohn-Bendit qui dit il faut arrêter ces conneries. Cela transformerait les terroristes en fauves, dit de son côté Rachida Dati et d'autres qui critiquent. Écoutez, autant moi j'étais contre la déchéance de nationalité parce que je trouve que ça ne sert à rien. Autant il y a une vraie question qui se pose sur la sortie de prison des djihadistes, des terroristes. C'est une question qui n'est pas nouvelle, si en quelque sorte, parce que là on a en face de nous un profil de terroriste qui est différent, qui est nouveau, pour au moins 3 motifs. Attendez, d'abord ce sont des terroristes qui sont jeunes.
Oui. Un de ceux qui se sont fait sauter au Stade de France avait 18 ans. Salah Abdeslam, il a 26 ans. Oui. Donc ils sont jeunes. Or, notre système actuel, c'est que vous pouvez être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, non 22. Vous pouvez être condamné à perpétuité, c'est écrit perpétuité, sauf qu'en fait c'est une période de sûreté de 22 ans. Et ça peut aller jusqu'à 30 ans. On va pouvoir l'amener jusqu'à 30 ans. Mais à l'issue, vous avez la possibilité d'avoir des aménagements de peine. Ces terroristes sont jeunes et donc cette question se posera à un âge où ils seront encore actifs. Deuxième remarque, ces terroristes, ils sont dissimulateurs. C'est pas le même terrorisme que dans les années 80 ou 90, ils ne revendiquent pas. Or, les aménagements de peine, ils se font sur la base du comportement en prison. Et ils sont souvent décrits par ceux qui s'intéressent de près au problème comme des détenus modèles. Ce sont des profils qui peuvent être amenés à bénéficier des aménagements de peine. Troisième remarque, avec l'hypermédiatisation et la façon dont Daesh utilise les médias, ils deviennent en quelque sorte des icônes dans certains milieux. Et donc, ils sont d'autant plus dangereux en sortant. Vous voyez, les frères Kouachi, ils sont radicalisés, notamment en proximité de quelqu'un qui réelle, ça veut dire qu'un terroriste reste toute sa vie en prison. On est bien d'accord. Vous le mettez où? Dans une prison spéciale? Dans un camp dans un camp comme Guantanamo ou d'autres? Certainement pas comme Guantanamo, mais les personnels qui est un camp d'exception au droit, mais les personnels de la pénitentiaire soulèvent un vrai problème qu'il faut entendre, qui est que ces détenus, du coup, développent une dangerosité, ils sont dans une situation particulière. Et oui, ça nécessite... C'est une peine de mort sociale. Je n'aime pas utiliser ces mots peine de mort parce qu'il y en a d'autres qui ont profité pour dire mais il faut faire la peine de mort. Moi je ne suis pas d'accord. Je crois d'ailleurs que je crois que notre société s'est honorée à supprimer la peine de mort et je ne souhaite pas qu'on retourne sur cette voie. Mais je pense que la question se pose aujourd'hui et d'ailleurs un des moyens d'éviter en quelque sorte la peine de mort, c'est d'avoir une vraie peine de perpétuité. Vous savez ce que disent beaucoup de Français en vous écoutant? Ils se disent mais la perpétuité réelle ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Est-ce qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour ces gens-là? Voilà ce que j'entends. Vous préférez qu'ils sortent? Est-ce que vous préférez qu'ils sortent? Non, mais moi j'ai pas de préférence, je vous pose des questions. Moi je vous dis la mienne. Je préfère, non mais je comprends, je vous dis la mienne, je préfère qu'ils ne sortent pas. Et je pense que ça nécessite des aménagements en prison. Et je voudrais là-dessus soulever un point, c'est qu'il y a une incohérence à gauche. Parce que la gauche aujourd'hui, le gouvernement se met à trouver les voies d'une nouvelle rigueur. Écoutez, c'est bien, mais on avait lancé un programme de construction de prisons et ils l'ont arrêté en 2012. Or, aujourd'hui, il n'y a pas assez de place. Et pour faire un vrai travail, notamment sur la déradicalisation, on a besoin de place. Moi, j'ai profité il y a quelques semaines de ce qu'on appelle le droit de visite parlementaire en prison. Je suis allée à Fresnes, à l'unité de déradicalisation, à l'unité en fait qui est maintenant une unité d'évaluation des détenus radicalisés. Pour pouvoir les avoir un seul par cellule et mener un travail d'évaluation, il y a d'autres cellules dans lesquelles les détenus sont par 3. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Donc il faut être cohérent. Il ne suffit pas d'avoir des discours rigoureux et des discours vigoureux du côté du gouvernement. Je voudrais qu'on investisse dans des places de prison. Un terroriste qui a fait 30 ans de prison, est-ce qu'il peut être déradicalisé? Ces unités ne s'adressent pas à cela. Les unités s'adressent à des terroristes qui viennent, pas des terroristes forcément d'ailleurs, à des personnes qui viennent d'arriver. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet, nous allons regarder une image sur BFM TV, la mode. Je ne sais pas si vous avez vu de grandes marques qui aujourd'hui proposent une forme de mode islamique. Vous avez vu ça? Vous avez vu les enquêtes et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, regardez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça ne me plaît pas. Marks & Spencer, H&M, Uniqlo, Dolce & Gabbana et tant d'autres. Ça me plaît pas, mais c'est parce que moi je considère que le foulard islamique, c'est malgré tout c'est tenu, parce qu'en plus là c'est plus que du foulard, vous avez des tenues intégrales, c'est un effacement du corps de la femme, un effacement aussi d'une certaine manière d'une part de l'individu, de l'originalité, et justement pour moi c'est le contraire de la mode. C'est un recul? C'est un retour en arrière? C'est-à-dire que pour moi la mode c'est l'expression d'une originalité, c'est l'expression d'un tempérament. Vous voyez, c'est pas le même message en fait, tout simplement. Nous avons changé de monde. Je trouve ça, pour moi ça a quelque chose d'un peu absurde. C'était impossible, voire incroyable il y a 20 ans.
Nous avons changé de monde, Nathalie Kosciusko-Morizet. Jacques Bourdin, on a changé de monde. Et notre rôle, c'est pas juste d'en être témoin, c'est de faire en sorte que ce soit pour le meilleur. Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois à la possibilité de se réaliser, d'affirmer une originalité. Je pense d'ailleurs que le rôle du politique dans ce nouveau monde, il a changé. Il est plus cette espèce de verticalité qui existe beaucoup dans la Ve République. On va vous dire ce que vous devez faire, comment vous allez faire. Tous les autres candidats à la primaire sont là-dessus. Je pense que le rôle du politique, il est de vous donner les moyens de devenir ce que vous avez envie d'être. Dites-moi, on devrait taxer cette mode-là, puisque vous proposez de taxer les produits halal. Alors, c'est pas la mode qui est halal. Je veux m'en expliquer. Je veux m'en expliquer. Merci de m'en donner l'occasion. Moi, je trouve qu'il faut être cohérent. Je supporte plus cette hypocrisie qui consiste à avoir des ministres de l'Intérieur de droite et de gauche, hein, c'est pas partisan, qui expliquent les uns après les autres. Il faut faire un islam de France. Le problème, c'est comme il n'y a pas d'argent. Il faut faire un islam de France, ça c'est ce qu'ils disent à la télé, et derrière ils négocient les conditions d'exercice du culte avec les pays du Maghreb et avec l'Arabie Saoudite. Donc les mosquées sont financées, les imams sont financés par les pays du Maghreb, par l'Arabie Saoudite. Enfin, vous avez participé à des gouvernements qui étaient sans cesse en négociation avec l'Arabie Saoudite. Enfin, et je ne suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit? Moi, attendez, Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux. Moi, j'étais en charge de l'écologie. Je ne m'occupais pas vraiment de cette dimension-là. Ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un sujet partisan. Tous les ministres de l'Intérieur de droite et de gauche vous disent on veut faire l'islam de France. Ils ne s'en donnent pas les moyens. Pour faire l'islam de France, il faut avoir des financements autonomes. Sinon, vous dites ça, et puis vous continuez à avoir des mosquées qui sont financées par l'Arabie Saoudite. Et donc, je propose qu'on lève, précisément, c'est une redevance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui serait organisé par 1%. La communauté musulmane, comme d'ailleurs ça existe chez les juifs. Vous avez une taxe sur le cachet. Eh bien, vous pourriez avoir la même chose sur le halal, une redevance en quelque sorte, une redevance qui serait utilisée, qui pourrait transiter par exemple par la Fondation pour les œuvres de l'islam, qui avait été créée pour ça, pour trouver des financements français pour les mosquées, et puis finalement elle n'avait jamais été abondée, et ces financements permettraient de financer des mosquées avec de l'argent français, et on n'aurait plus besoin de faire appel à ces financements du Maghreb, à ces financements de l'Arabie Saoudite. On aurait enfin un islam de France. On arrêterait cette hypocrisie. On serait enfin en cohérence avec ce qu'on dit. Alors les uns et les autres me disent ah oui mais c'est compliqué encore. Très bien, vous avez quoi comme proposition? On continue à avoir des salles de prière et des mosquées financées par l'Arabie Saoudite tout en faisant semblant que pas et en le dénonçant par ailleurs? Nathalie Kosciusko-Morizet, vous dirigez l'opposition au Conseil de Paris. Est-ce que vous êtes opposé à l'ouverture de ce centre d'hébergement pour sans-abri au Bois de Boulogne, le long du Bois de Boulogne? Là-dessus, je vais être très précise. J'ai trouvé scandaleux les propos qui ont été échangés, pas échangés d'ailleurs, tenus, parce que c'était des invectives à l'occasion de la réunion publique dite de concertation qui a eu lieu à Dauphine. C'était juste inacceptable, il y avait des insultes, il y avait des propos absurdes. Maintenant, sur le fond du dossier, je trouve que arriver dans une réunion de concertation en disant aux gens qui sont là, cette réunion ne sert à rien, puisqu'on a déjà signé le permis de construire la semaine dernière. Ce qu'ont fait les élus de la ville de Paris, ça n'est pas une position possible. Oui, mais vous, ça n'est pas respecter vous seriez les maire gens. de Paris. Et je pense que les places d'hébergement doivent être réparties dans tous les arrondissements, mais ça peut se faire dans le cadre d'une discussion avec le maire. Le maire du 16e a annoncé avoir fait 3 propositions sur des lieux d'accueil alternatifs. Moi, je souhaite que ces propositions soient étudiées. Je pense que ça peut se faire. Des lieux d'accueil dans le 16e arrondissement. Oui, dans le 16e. Il faut que chaque arrondissement ait sa part. Et ça part. Et ça part. Mais ça se fait pas en arrivant à une réunion dite de concertation en disant vous savez quoi, ça sert à rien, on a donné le permis de construire la semaine dernière. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous avons changé de monde chez Albin Michel, 8h55.